Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Bourse du journal L'Écho. Cette semaine, il s'agit d'un Tracker Talk, le premier de l'année, et on vous a concocté pour l'occasion un épisode costaud. Car entre l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, l'épisode DeepSeek qui a mis sous pression les valeurs IA et la formation d'un gouvernement fédéral en Belgique qui promet de taxer les plus-values et de clarifier le statut fiscal des cryptos, les investisseurs ont eu énormément d'informations à digérer depuis le début de l'année 2025. Pour en discuter, nous avons invité Bruno Ravescott et Charles Régnier, mes collègues du service Investir à l'Écho, et Yuri Huygen, analyste à la revue L'Investisseur. Messieurs, bonjour. Bonjour Salim. Bonjour Salim. Bonjour Salim. On va poursuivre en nous basant sur l'étude des flux financiers réalisée par BlackRock et commentée par Jérôme Folk, co-responsable de la distribution en Belgique et au Luxembourg pour le premier gestionnaire d'actifs au monde. Comme d'habitude, on laissera aussi la parole à celles et ceux qui investissent en bourse avec la fameuse question au tracker de l'Écho, notre communauté web qui ne cesse de grandir et qui échange quotidiennement sur les marchés. Ici, on va vous parler des flux globaux, donc à travers tous les continents. La voix qu'on entend est donc celle de Jérôme Folk de chez BlackRock. Il nous parle des flux dans les ETP, ces produits financiers qui offrent une exposition à différentes classes d'actifs, comme les ETF, les matières premières et les obligations. L'année 2024 a été vraiment exceptionnelle pour les flux dans les ETP, dans les Exchange Trade Products, atteignant un record historique de 1,8 trillion de dollars. Et les ETP actions ont enregistré, eux, une année record avec 1,2 trillion de dollars, dominés par les actions américaines et en particulier les technologies et les grandes capitalisations. Est-ce qu'on voit déjà un effet Trump sur ces chiffres-là ? Salim, tu mets le doigt sur un point important, donc c'est l'impact des élections américaines sur les flux. Donc après les élections, l'appétit pour le risque a considérablement augmenté. Donc ça s'est matérialisé dans les ETP actions américaines qui ont doublé leurs entrées si nous comparons octobre à novembre. Alors on l'entend, l'année 2024 a été particulièrement bonne pour les valeurs américaines. C'est surtout les grandes capitalisations et la tech qui ont tiré le marché. Mais est-ce qu'on n'a pas atteint un pic à la lueur de ce qui s'est passé ces dernières semaines dans l'ascension des valeurs technologiques ? En tout cas, on sent qu'il y a un doute qui s'installe ou qui est revenu à l'avant-plan, notamment par rapport aux valorisations très élevées, évidemment, de tous ces acteurs. On parle ici en particulier des Magnificent Seven, donc on parle évidemment des Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Google, Alphabet. Mais effectivement, ici, dans les premières semaines de janvier, et en particulier ces 2 dernières semaines, on a senti un petit frémissement et le frémissement connaît son déclencheur, il s'appelle DeepSeek. Et Charles, tu as suivi en particulier cet élément dans l'actualité. Quelles ont été les valeurs les plus touchées avec DeepSeek ? Premièrement, c'est peut-être celui qui était le plus grand gagnant justement de l'engouement des marchés pour l'IA, ça a été Nvidia. Donc Nvidia a quand même subi une chute historique en fait en bourse. Il y a aussi d'autres géants des semi-conducteurs, on pense à Broadcom ou des choses comme ça. Et puis t'as des groupes d'infrastructures d'IA. Donc on pense au Vistra, au Vertiv, voilà, toutes les sociétés par exemple qui fournissent de l'énergie pour les data centers. Eux aussi ils ont été fortement délaissés. Puis tu as des groupes comme par exemple Microsoft qui ont aussi été affectés. Donc je pense que c'est aussi important de mettre en exergue le fait que pour le moment DeepSeek ça a surtout soulevé énormément de questions. Les investisseurs ils ont rapidement sanctionné toute une série de valeurs et puis après on a quand même remarqué que toute une série d'entre elles ont très rapidement rebondi. Alors certaines sont même revenues à leur niveau d'avant DeepSeek. Par exemple Meta, je pense qu'ils sont plus hauts qu'ils étaient avant DeepSeek. Et Nvidia ils ont refait une partie de leur retard même s'ils sont pas revenus au niveau initial. Mais donc, on peut voir quand même que du côté des investisseurs, il y a une réaction assez forte. Certains analystes l'ont même qualifié d'une surréaction, en fait, où ils ont d'abord sanctionné et après, ils sont vraiment posé des questions sur, OK, comment est-ce que ce séisme, entre guillemets, DeepSeek va réellement influencer chacun de ces acteurs. Et en fait, il va les influencer de manière très différente en fonction de ce qu'ils font, quoi. Oui, c'est ça. Et on voit qu'il n'y a pas que les entreprises tech qui ont souffert. Et c'est surtout au niveau de ce que ça coûte, les investissements en IA. C'est ça qui a été un peu remis en question.
Bah oui, en fait, DeepSeek, ils affirment qu'ils ont développé un modèle d'IA de manière beaucoup moins coûteuse que, par exemple, ChatGPT. Mais là, en fait, il y a encore énormément de doutes à ce niveau-là. Donc, certains remettent en doute le fait que ça a coûté aussi peu cher et que ça a même été développé avec une puissance de calcul aussi peu importante. Donc, en fait, DeepSeek, ils ont dit, voilà, nous, on a utilisé des puces NVIDIA d'ancienne génération. Et bon, on peut voir, par exemple, Bloomberg, la semaine dernière, ils ont mis en exergue que les États-Unis étudiaient s'ils n'ont pas quand même fourni des puces nouvelle génération d'NVIDIA via Singapour. Donc on peut voir aussi que là, même par rapport à cette affirmation-là, il y a énormément de doutes en fait. Mais oui, c'est principalement le fait d'avoir réussi à développer un modèle moins coûteux, qui avait besoin d'une puissance de calcul moins importante, quoi. C'est vraiment ça le nœud du problème. Et on est aussi dans un contexte où le nouveau président américain ne cache pas son envie de rebattre un petit peu les cartes des échanges commerciaux et ça alimente des craintes sur les marchés. C'est en tout cas la deuxième bombe, j'ai envie de dire, qui survient après celle de DeepSeek la semaine précédente. Donc effectivement les tarifs douaniers, c'est jamais une très bonne chose. En tout cas visiblement on sent qu'on a eu des marchés qui sont montrés un peu surpris apparemment de l'ampleur, de la rapidité avec laquelle ça a été lancé. Et sans doute que ça n'avait pas été totalement intégré en bourse. En tout cas c'est ce qu'on peut supposer au vu de la première réaction. Mais comme avec DeepSeek, on a une première réaction qui est un peu de panique et puis après on sent que voilà, ça bouge. Il y a beaucoup de questions qui restent encore pendantes et il faudra peut-être plusieurs semaines pour DeepSeek. Il faudra peut-être même plusieurs mois pour pouvoir vraiment sentir quel est l'impact. Maintenant, pour ce qui est du secteur automobile, ce n'est pas que les tarifs qui impactent le secteur. Hein. Ça fait facilement 2 ans que le secteur, surtout européen, a du mal. Les grands groupes comme Volkswagen, Renault, BM, tout ça, donc ne suivent pas au fait l'évolution de l'électrique. Et c'est vrai que quand on voit le nombre de personnes qui travaillent encore en Europe dans l'industrie automobile, alors que dans certaines usines chinoises de BYD ou Tesla aux États-Unis, ce sont des voitures qui sont parfois faites uniquement avec des robots. Donc l'impact sur les marges est phénoménal, quoi. Donc et quand Volkswagen a annoncé l'année passée qu'elle allait même fermer des usines en Allemagne, cela a vraiment généré un tollé, quoi. Donc je ne suis pas persuadé que les tarifs vont vraiment impacter le secteur automobile européen, mais il est clair que les tarifs ne vont pas améliorer la situation. Donc on est en saison de résultats et jusqu'à un moment, il était bon de mettre intelligence artificielle dans les communiqués entourant la publication des résultats. Dans quelle mesure ce qui se passe ces dernières semaines ne remet pas en question certaines certitudes qu'on avait sur l'intelligence artificielle notamment ? Oui, je pense très clairement qu'il y a des questions, en tout cas, qui sont ouvertes, qui s'ouvrent autour des dépenses qui sont quand même faramineuses. On est regardé là, rien que les 4 grands que sont Amazon, Microsoft, Google, donc Alphabet et Meta, prévoient pour l'année prochaine plus de 250 milliards de dollars d'investissement dans l'IA. Évidemment, quand il y a une bombe comme DeepSeek qui tombe et qui dit en gros, on peut faire la même chose, mais pour une fraction seulement des montants que vous avez investis, ça pose la question sur ces investissements et ça repose la question aussi sur les retombées de ces investissements pour ces groupes-là dans leurs chiffres, parce que évidemment, c'est ce que les investisseurs veulent voir, c'est dans quelle mesure est-ce que ça va améliorer la rentabilité et les bénéfices futurs de ces sociétés. D'autant qu'en fait cette question des retombées, elle se posait même déjà avant DeepSeek. C'est pas quelque chose qui est arrivé juste tout d'un coup, DeepSeek est arrivé et les investisseurs ont commencé tout d'un coup à perdre patience. Non, cette question des retombées des investissements d'IA pour par exemple Microsoft ou Alphabet, c'est des questions qui se posaient même avant DeepSeek, quoi. Mais bon, pour le moment, là, la séance des résultats, elle est en cours et en tout cas du côté de Meta et Microsoft, on a confirmé les investissements pour cette année et l'année prochaine. En tout cas, ils n'ont pas l'air d'avoir mis un gros coup de frein, quoi. Donc ça, d'une certaine manière, ça a dû un peu rassurer certains investisseurs. En tout cas, par exemple, par rapport à Nvidia, ça doit être rassurant. Après, on peut voir que, de manière aussi assez intéressante, Nvidia, il n'a pas spécialement profité de ça.
en tout cas la semaine dernière, quand Meta et Microsoft ils ont confirmé leurs dépenses d'investissement, ça n'a pas fait bondir particulièrement l'action Meta, quoi. L'action Nvidia. Mais c'est vrai que durant les prévisions qui ont été données, et c'était plutôt durant ce qu'on appelle les conference calls avec les analystes, où chacun des patrons, des dirigeants de ces grosses sociétés américaines ont surtout mis le focus sur le fait que finalement, d'abord ils ont trouvé ça plutôt positif, en tout cas c'est ce qu'ils ont dit, qu'ils trouvaient ça plutôt positif, le phénomène DeepSeek, enfin le fait que DeepSeek arrive sur le marché et tout ce que ça peut changer, mais ils avaient l'air plutôt de se montrer optimistes en disant que ça allait justement peut-être renforcer la demande, élargir peut-être aussi la compétition dans le secteur. Donc ça c'est évidemment des choses qu'il faut surveiller. Et à l'investisseur, est-ce que on a maintenant une lecture IA de certaines valeurs qui sont en portefeuille chez vous? Ça n'a pas vraiment changé à l'investisseur. J'aimerais simplement revenir sur le cas Meta Platforms. Si Meta Platforms a malgré tout grimpé lors de la publication de ses résultats, c'est parce que justement la publicité continue à bien grimper, quoi. Donc pour un groupe qui a des plateformes comme Facebook et autres, donc la publicité est encore plus importante que tous ces changements que peuvent apporter l'intelligence artificielle. Moi, je pense malgré tout que l'intelligence artificielle continuera donc à évoluer donc à une vitesse impressionnante. On le fera probablement donc à coût moindre, donc à la limite c'est une bonne nouvelle pour les entreprises et pour les actionnaires aussi, quoi. Donc je pense pas qu'on doit vraiment voir DeepSeek comme étant donc une menace pour le secteur des tech. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui a quand même changé, c'est que tout d'un coup, un acteur chinois qu'on ne connaissait vraiment pas, je crois que DeepSeek a été développé à partir de 2023 seulement, arrive sur la scène et remet en cause quelque part la domination des acteurs américains comme étant les seuls qui soient tellement avancés dans cette thématique de l'intelligence artificielle. Et alors c'est toujours impressionnant sur les cours boursiers de aussi grande capitalisation. Je te voyais, Charles, au moment de la grosse chute sur Nvidia, calculer combien Nvidia avait perdu en capitalisation boursière. On était loin. Il me semble que c'était, non j'ai peur de dire une bêtise, mais c'était 600 milliards. 600 milliards, ouais, c'est ça. 589 milliards très exactement en une séance. En une séance. Donc ouais, c'est la plus grosse perte de capitalisation boursière de l'histoire en une séance. Alors tant qu'on est en train de parler de milliards, on va retourner à cette étude des flux financiers réalisée par BlackRock et Jérôme Folk, et je vous propose de l'écouter sur ce qui s'est déjà passé en 2025. Est-ce que, à travers les chiffres qui sont à ta disposition, tu vois déjà des choses pour l'année en cours ? Oui, donc ces 3 premières semaines du mois de janvier confirment les grandes tendances de l'année écoulée. Donc à savoir que les investisseurs continuent de privilégier les actions des marchés développés, en particulier en Amérique du Nord et en Europe. Les marchés émergents restent, eux, volatiles. La Chine y a gagné un petit peu de terrain, mais la Corée du Sud, le Brésil et le Mexique rencontrent là quelques difficultés. Pour passer sur à nouveau les commodités, donc on voit un momentum plutôt positif et défensif sur l'or. Donc la demande d'or a grimpé à plus de 2,3 milliards de dollars jusqu'au 22 janvier, indiquant une couverture des investisseurs contre l'inflation et aussi les risques géopolitiques. Voilà, est-ce que vous avez constaté la même chose en suivant les marchés assidûment ? Alors moi je dirais, parce qu'on a les 3 premières semaines de janvier, la 4e semaine correspond précisément à celle qui a été marquée par DeepSeek. Et à l'issue de cette 4e semaine, on arrive à la fin du mois de janvier. On a vu le stock 600 en Europe, donc l'indice pan-européen des 600 plus grandes valeurs européennes, gagner 6,5% à la fin du mois de janvier. L'indice S&P 500 américain, qui est plus ou moins, on pourrait dire, l'équivalent outre-Atlantique, ne faisait même pas la moitié de cette performance, un peu plus de 3%.
Donc oui, c'est quand même assez remarquable de se dire que les actions européennes semblent retrouver de l'attrait auprès des investisseurs, y compris des investisseurs américains. Il y avait un baromètre de Bank of America qui montrait que alors que les gestionnaires de fonds étaient massivement pondérés sur les actions américaines, eh ben cette pondération a quelque peu été réduite au niveau des actions américaines et qu'ils reviennent davantage vers les actions européennes qu'on dit souvent être moins chères. En tout cas, les valorisations sont certainement moins astronomiques que celles de certains acteurs américains. Oui, alors il n'y a pas que les valorisations qui sont plus faibles en Europe, mais il y a aussi l'aspect dollar. Donc la semaine prochaine, plusieurs entreprises européennes des grosses pointures vont publier leurs résultats trimestriels. Et donc on verra naturellement l'impact positif du dollar qui s'est renforcé ces derniers mois. Je pense que des grandes entreprises comme Apple et Microsoft ne sont pas très heureux de la situation. Un dollar fort n'est pas une bonne opération pour les entreprises américaines, mais c'est le cas pour les entreprises européennes, donc qui voient leur concurrence s'améliorer. Oui, et bien un autre aspect qui est d'ailleurs parallèle à celui du dollar, ce sont les taux, puisque sur cette 4e semaine et dernière semaine de janvier, on a eu coup sur coup la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, et le lendemain la Banque centrale européenne annoncer leur décision. On fait une pause au niveau des baisses de taux aux États-Unis et on redouble dans les baisses de taux du côté européen, avec encore d'autres baisses à venir. Évidemment, ça a un impact aussi sur le sujet. Eh bien, merci pour ce petit tour d'horizon. On va passer maintenant à la deuxième partie de ce Tracker Talk. Dans cette deuxième partie, on commence avec toi, Yuri, analyste pour la revue L'Investisseur. Et dans votre numéro de cette semaine, on s'inquiète un petit peu d'une action logée chez nos voisins de la bourse d'Amsterdam et qui est très exposée à la Chine. Oui, donc on parle justement du holding Prosus, coté à la bourse d'Amsterdam. Alors c'est que Prosus est un holding qui pèse environ 90 milliards d'euros, donc ce n'est pas une petite pointure. Chez nous à Bruxelles, les grosses pointures, ce sont Sofina et à la limite GBL avec des valorisations de peut-être 10 milliards. Donc ici, on parle vraiment d'un grand groupe. Alors la particularité de Prosus, c'est justement de détenir environ 25% de Tencent, donc le groupe média chinois, qui représente environ 3/4 de sa valeur boursière. Alors c'est vrai que l'année passée, il faut être honnête, l'année a été très bonne pour Prosus. Le titre, il a bondi de plus de 40%. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, on voit que le titre peine à nouveau, et c'est naturellement lié à toutes ces décisions prises par Donald Trump. Alors effectivement, il y a eu le dossier TikTok, mais bon voilà, Tencent, ça n'a rien à voir avec TikTok. Et donc c'est vrai que le hic de Tencent, c'est que Tencent est coté également à la bourse de New York, donc à Wall Street, et l'entreprise a été placée sur une liste dite dangereuse, donc liée à l'armée chinoise. Et donc jusque là, ce n'est pas trop grave, parce que c'est le département de la défense qui a placé Tencent sur cette liste. Plus grave pour nous investisseurs, c'est si demain le département du Trésor le fait. Cela pourrait dire que Tencent serait délisté au fait de la bourse de Wall Street. Et donc généralement, on laisse, on va dire, un bon 12 mois aux investisseurs pour éventuellement sortir du titre. Donc à la limite, on ne conseillerait plus à nos abonnés d'acheter le titre Tencent à Wall Street, mais on peut le faire naturellement au travers de Prosus avec ce qu'on appelle une ristourne d'environ 40%. Parce qu'en fait, la valeur intrinsèque de Prosus tourne donc est d'environ 150 milliards, alors que là tantôt je disais que la valeur boursière de Prosus est d'environ 90 milliards. Donc vous pouvez aujourd'hui acheter un titre Prosus, donc vous achetez indirectement Tencent, donc avec une décote de près de 40%. Et outre Prosus, est-ce qu'autour de chez nous, la bourse de Bruxelles, bourse de Paris, est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui sont exposées à la Chine et qui souffrent des tensions avec les États-Unis ? Bien entendu, donc si on prend simplement le secteur du luxe par exemple, donc LVMH, Kering, L'Oréal, toutes ces valeurs ont pâti l'année passée de tous ces problèmes liés à la Chine, donc une croissance chinoise qui était beaucoup moindre. Outre le secteur du luxe, il y a aussi le secteur automobile dont on a parlé tout à l'heure, en particulier les constructeurs allemands qui sont quand même très dépendants du marché chinois aussi pour écouler leurs véhicules.
Et actuellement, on est en période de résultats. La semaine qui arrive s'annonce d'ailleurs très chargée. L'investisseur, vous suivez plus de 600 actions et ETF. Yuri, quels seront les grands rendez-vous pour vous ces prochains jours? Alors, il est vrai que la plupart des grosses pointures américaines ont déjà publié leurs résultats. Donc, il ne reste plus que Nvidia, qui publie fin de ce mois, je pense le 26 février. Donc, on se verra surtout donc la semaine prochaine, quelques grosses pointures européennes. Et comme je viens de le dire, elles profiteront naturellement du renchérissement du dollar. Moi, j'aimerais surtout pointer 2 valeurs la semaine prochaine. Ce sont 2 banques, Commerzbank et ABN AMRO. Car ce sont 2 banques qui sont considérées comme des proies au sein du secteur. Alors c'est vrai qu'une banque comme Commerzbank, ça fait longtemps qu'on sait que l'italien Unicredit veut s'en emparer. Et donc la nouvelle patronne en fait de Commerzbank met tout en œuvre pour améliorer les chiffres. Ils rachètent des actions. D'ailleurs la semaine prochaine, Commerzbank ne va pas seulement publier ses résultats trimestriels, mais va également organiser une journée investisseur. Et donc le but de ce genre de journée, c'est notamment de se rendre le plus sexy possible, de faire en sorte que le titre continue à grimper pour être vraiment le moins opéable possible. Alors je voudrais quand même aussi donner un petit chiffre. Quand on prend du style la plus grande banque européenne, c'est BNP Paribas, enfin en zone euro, parce que HSBC est plus grand. Mais si on prend BNP Paribas, BNP Paribas est une banque qui pèse environ 80 milliards en bourse, alors qu'aux États-Unis, on a des banques comme JP Morgan qui pèsent près de 800 milliards, donc 10 fois plus. Donc il serait bien que tôt ou tard, on autorise les fusions transfrontalières au niveau bancaire. On le verra peut-être cette année-ci avec des dossiers comme ABN AMRO et Commerzbank, mais je pense qu'en Europe, on a également besoin de grosses pointures. On ne peut pas se limiter à avoir des banques qui ne pèsent que 10, 20 ou 30 milliards d'euros. Dans l'agenda des résultats, Charles, Nvidia, on l'a dit fin février, à quoi il faut être attentif? Je pense que ce sera DeepSeek. Pour eux, plus peut-être que pour tous les autres membres de la Big Tech, on va regarder ce qu'ils vont pouvoir dire sur la question. En plus, il y aura plus de temps qui sera passé, donc peut-être qu'on aura eu des réponses à toute une série de questions qu'on se pose. Au niveau des dépenses, la demande pour leurs semi-conducteurs, etc., etc. Et donc oui, à mon avis, vraiment tout tournera un peu autour de DeepSeek. Et puis comme on en parlait, je pense que de manière générale, de façon transversale aussi dans les résultats qui vont encore tomber, et notamment à Wall Street, mais aussi en Europe, peut-être que la question d'un éventuel impact de droits douane qui ne sont pas encore tombés sur les Européens, mais ça fera certainement partie des questions qui seront posées, notamment lors de ces fameux conference calls, et on voit déjà que ça transparaît dans les prévisions de plusieurs acteurs qui soulignent l'incertitude, en tout cas, que ça fait planer. On passe à présent au gros dossier qui a agité toute notre rédaction depuis des longs mois. Et oui, la Belgique a un nouveau gouvernement. Après les élections de juin dernier, un gouvernement mené par Bart De Wever et qui n'a pas caché son envie de réformer le pays. Les investisseurs belges sont concernés. On en a parlé avec mon collègue Philippe Gallois, spécialisé dans les questions fiscales liées à vos placements. Bonjour Philippe. Bonjour Salim. Alors, à la rédaction, ça court un petit peu partout depuis vendredi et l'accord qu'on a trouvé au fédéral. Il y a pas mal de choses aussi qui sont sorties pour les actionnaires, pour les investisseurs particuliers. Est-ce que on va assister à un grand chambardement dans les règles en vigueur ? Alors, il y a une mesure qui constitue quand même une première au niveau de la fiscalité belge, c'est la fameuse taxe sur les plus-values. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté qui a déjà suscité pas mal de commentaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en connaît les grandes lignes, mais il y a encore plein de petits détails qui doivent être réglés. Donc les grandes lignes, c'est simple, c'est une taxe de 10% en cas de plus-value. Pour ne pas affecter trop les petits investisseurs, comme on les appelle, eh bien 10 000 euros de plus-value sont exonérés. Et alors on va aussi pouvoir déduire des moins-values éventuelles par année. Au cours d'une année, les moins-values peuvent servir à éviter une taxe si on arrive à réduire le montant de la plus-value. Bon, alors
Pour les tout grands investisseurs, il y a aussi un régime préférentiel. Il faut pour ça avoir 20% du capital d'une société. C'est une mesure qui est faite pour éviter que des entrepreneurs prennent la poudre d'escampette, fuient la Belgique. Et on leur dit, quand vous vendez votre entreprise, vous détenez au moins 20% dans l'entreprise, eh bien, on va vous taxer un régime un peu plus favorable, progressif, avec un taux qui commence à 1,25 jusqu'à 10% plus tard si c'est une très grosse plus-value. Il y a une chose qu'on attendait, c'était une taxation différente sur les comptes titres. Et là, a priori, rien ne changera. Oui, la taxe compte titre, finalement, on n'y touche pas. Donc, c'était dans le débat entre l'aile gauche des négociateurs, Vorreut, les socio-chrétiens et les partis plus à droite comme la MR. Il était question à un moment d'augmenter la taxe sur les comptes titres à 0,25% au lieu de 0,15. Ce ne sera pas le cas, ça reste à 0,15. Sur la taxe sur les plus-values, il y a encore beaucoup de points qui ne sont pas tranchés. Et un des points importants, c'est comment est-ce qu'on va calculer ces plus-values dans le cas où on accumule des actions au fil d'une année. Donc par exemple, j'achète une action maintenant à 5 €, l'action de la société lambda, 5 €. Dans un mois, elle vaut 10 €. J'en rachète pour la même quantité, mais à 10 €. Et un mois plus tard encore, le cours a pris quelques pourcents, on est à 20 €. À ce moment-là, je vends, donc je fais ma plus-value. Est-ce qu'on calcule la plus-value par rapport aux actions que j'ai achetées à 10 € ou par rapport aux actions que j'ai achetées à 5 €? Ça fait une grosse différence, évidemment. Donc c'est le principe last in first out ou first in first out. Et il y a plein de petits détails comme ça qui mériteront encore d'être définis. On ne sait pas notamment encore est-ce que les institutions financières vont prélever cette taxe, est-ce que les gens vont devoir déclarer tout dans leur déclaration fiscale. Si c'est comme pour la taxe sur les comptes titres, les institutions financières vont devoir jouer un rôle, mais ça va être très compliqué, ça va être de nouveau toute une plomberie financière et technologique à mettre en œuvre au niveau des intermédiaires financiers, des banques. Donc le secteur ne sera sans doute d'ailleurs pas très satisfait, mais voilà, ils devront s'adapter. Merci Philippe. De rien Salim, à bientôt. Sur le marché des crypto-monnaies, on devra aussi s'attendre à du changement. Nous avons appelé Florian Ernotte, avocat spécialisé en technologie et suiveur attentif du marché des crypto-monnaies, pour lui demander si la Belgique ne faisait pas un grand bond en avant par rapport aux autres nations européennes. On écoute sa réponse. Elle reste très attractive avec un taux de 10% puisque nos voisins français appliquent une taxe de 30% et d'autres États européens appliquent même des impositions malgré l'absence de réalisation de plus-value. Donc vous détenez un actif dont la valeur fluctue tous les jours et dans certains pays, on vous taxe même si vous n'avez pas touché 1 €. Donc ça, c'est un peu dramatique. La Belgique est plus raisonnable à mon sens et propose un régime fiscal qui est raisonnable, avec toujours cette exonération jusqu'à 10 000 €. Envie d'en savoir plus sur le statut fiscal que les autorités belges veulent donner aux cryptos? Retrouvez en intégralité l'interview que nous avons réalisée avec Florian Ernotte dans un épisode bonus de Tracker que nous publierons ce vendredi. Voilà, j'espère que ces éclairages vous ont permis de mieux cerner les enjeux fiscaux liés à vos investissements. À l'Écho et dans Tracker, nous ne manquerons pas de vous informer de l'évolution de ces dossiers. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Kyle, un jeune investisseur qui nous a expliqué comment il s'était mis à mieux investir depuis qu'il maîtrise l'anglais. Il a d'ailleurs une question à vous poser. Je vous laisse deviner de quoi on va parler avec lui dans Tracker, le podcast de l'Écho qui suit celles et ceux qui investissent en bourse. One Good Trade de Mike Bellafiore, ce bouquin-là, incroyable. Il y en a un autre qui est Trading in the Zone de Mark Douglas, incroyable. Il y avait aussi Best Losers Wins de Tom Hoogard, qui m'a vraiment, moi, ça m'a limite rassuré. J'ai passé des années à perdre de l'argent sur les marchés financiers et il y a un gars qui crée un livre qui dit en fait le meilleur perdant en fait il gagne. Et en fait c'était super intéressant parce que c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir mon aha moment, parce que j'ai pu réaliser qu'en fait toutes les fois où tu as perdu, en fait c'est juste de la data pour se dire qu'en fait tu connais toutes les manières où ça ne fonctionne pas.